Vendredi 11 août 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le ministère de l'Environnement a organisé hier une table ronde sur la problématique de la gestion des déchets plastiques. Une initiative pour trouver des solutions à la pollution plastique et sauvegarder la nature. Le compte rendu dans un instant. Au Ghana, 2 usines de traitement des eaux usées ont été installées à Accra pour réduire le degré de pollution des eaux. Et puis aux États-Unis, les îles Hawaï ont perdu leur fraîcheur à cause des incendies. Des flammes géantes ont décimé des surfaces impressionnantes avec un bilan alarmant. La situation est critique. C'étaient les titres, voici le journal. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi, a procédé ce jeudi 10 août 2023 à l'ouverture de la table ronde sur la problématique de la gestion des déchets plastiques à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à Lomé. L'objectif de cette initiative est de trouver des solutions à la pollution plastique afin de protéger l'environnement et sauvegarder la nature pour les générations à venir. Le compte rendu avec Irène Papazina. Inscrit sous le thème « Problématique de la gestion des déchets plastiques au Togo », cette table ronde, initiée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, a pour objectif de soulever le problème de la prolifération des déchets plastiques afin d'y trouver des solutions tangibles. Avec le développement économique et la croissance de la population, on observe une augmentation de la production, de la commercialisation et de la consommation des emballages plastiques qui, après utilisation, engendrent des conséquences sur la santé humaine et menacent les écosystèmes terrestres et marins. Ainsi, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi, dans son discours, a invité chacun à considérer sa part de responsabilité dans la lutte contre ce fléau. Les micro- et nanoplastiques dans l'air, dans l'eau et dans le sol entraînent de graves pollutions et contaminent la chaîne alimentaire, constituant ainsi de graves dangers pour la santé humaine. Omniprésents de par le monde, les plastiques sont de plus en plus envahissants, jusqu'aux endroits les plus reculés qu'on ne peut imaginer. En augmentation massive et exponentielle, leur production a doublé. La pollution plastique a des effets nuisibles sur l'humanité et la planète. Le thème retenu cette année nous rappelle que les actions des citoyens en matière de pollution plastique sont importantes. Les mesures à prendre par les gouvernements, les entreprises et la société civile pour lutter contre ce fléau sont indispensables. Et il est grand temps d'entamer, d'accélérer ces mesures afin de combattre le phénomène. Cette rencontre d'échange a connu la participation de plusieurs autres personnalités, notamment la présidente de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, la chef de file des partenaires techniques et financiers et plusieurs représentants des organisations de la société civile. Les discussions ont également porté sur la responsabilité sociale des entreprises dans la gestion des déchets plastiques. On parle de la responsabilité des entreprises vis-à-vis des impacts liés à leurs décisions, à leurs activités sur la société, sur les personnes, auxquelles on intègre un comportement transparent, éthique, pour atteindre les objectifs de développement durable, y compris les questions liées à la sécurité, à la santé, aux relations, aux conditions de travail et à la protection de l'environnement. S'agissant de la problématique des déchets, l'environnement ou la prise en compte et le respect de l'environnement fait partie intégrante de la RSE. C'est une des problématiques de la RSE. Et donc, il est demandé aux entreprises de mettre en place toutes les solutions, toutes les actions possibles pour limiter l'impact négatif de leur activité sur l'environnement et sur les populations. Donc, quand on parle de gestion des déchets plastiques, etc.,
les activités des entreprises ont un impact direct en lien avec cela pour la simple et unique raison que les déchets sont générés en grande quantité par celles-ci, notamment en matière d'emballage de produits qu'elles mettent sur le marché, en matière d'emballage de produits réceptionnés, etc. D'accord ? Donc il est demandé aux entreprises de mettre en place les actions qu'il se doit pour pouvoir limiter, sinon réduire, voire recycler tous ces emballages qui sont liés à leurs activités. Et donc, quand on parle de déchets plastiques, de pouvoir mettre en place la règle des 3 R, par exemple, donc réduire, réutiliser ou recycler ces déchets afin que la responsabilité soit effective. La table ronde a pris fin avec la visite des stands des initiatives de recyclage des déchets plastiques. Le ministre de l'Environnement a encouragé les sociétés de recyclage et invité la population à s'investir dans la lutte contre la pollution plastique. Au Ghana, le président de la République, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a inauguré 2 usines de traitement des eaux usées dans le Grand Accra. Ces stations contribueront à réduire la pollution des cours d'eau dans cette région du sud-est du Ghana. Suivons. Le niveau de pollution par les eaux usées devrait baisser dans le Grand Accra au Ghana. Cela est désormais possible grâce à de nouvelles installations d'assainissement inaugurées par le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Parmi les installations inaugurées dans les villes d'Achama et Bankouman figurent des stations d'épuration. La première usine située à Achama affiche une capacité d'environ 1800 m3 par jour. Les effluents traités sont renvoyés dans la nature, préservant ainsi la santé de 4805 ménages qui utilisaient jusque-là des ressources en eau polluées par ces eaux usées. La biodiversité aquatique s'en portera également mieux. La deuxième usine située dans la ville de Bankouman a été remise en service après des travaux de réhabilitation et d'extension. Elle affiche une capacité journalière de 1600 m3, observant 3100 ménages. Le gouvernement ghanéen indique que l'inauguration et la remise en service des stations d'épuration d'Achema et Bankouman s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement et d'approvisionnement en eau de la région métropolitaine du Grand Accra. Le président du Kenya, William Ruto, ouvre les vannes de l'exploitation forestière après 5 ans de suspension. Les ONG de défense de l'environnement craignent les conséquences catastrophiques que cette levée aurait sur l'environnement. Les explications avec Irène Papadina. Le tribunal de l'environnement et de la terre de la capitale kenyane Nairobi a ordonné une suspension de la reprise de l'exploitation des forêts du pays pour une durée de 14 jours. Ceci dans l'attente d'un examen d'un recours déposé par la Law Society of Kenya, une association professionnelle d'avocats. Selon l'annonce du président William Ruto, cette décision attendue de longue date vise à créer des emplois et à développer les secteurs de l'économie qui dépendent des produits forestiers. Ainsi, avec le nombre d'arbres matures qui pourrissent dans les forêts, il ne peut pas laisser sa population souffrir du manque de bois, a-t-il expliqué. L'interdiction avait été prise en février 2018 pour enrayer la disparition rapide des forêts au Kenya. La LSK a contesté la fin de cette interdiction. Selon elle, le gouvernement n'a pas consulté la communauté scientifique sur l'impact environnemental qu'aura cette levée en ignorant le rôle que jouent les forêts dans l'atténuation du changement climatique, dans la préservation de la biodiversité et dans la sauvegarde d'écosystèmes vitaux. Le tribunal a également ordonné l'arrêt de la délivrance des permis d'exploitation forestière par les autorités. Les défenseurs de l'environnement affirment que la décision du président William Ruto va à l'encontre de sa campagne d'août 2022, une campagne durant laquelle il avait promis de planter 15 milliards d'arbres sur toute l'étendue du territoire kényan pour lutter contre le changement climatique. En Côte d'Ivoire, le commerce clandestin d'ivoire vers la Chine continue malgré l'entrée en vigueur d'une loi interdisant la vente illégale d'ivoire. Plusieurs organisations de la protection de la faune sauvage mettent en œuvre des actions afin de lutter contre ce trafic. Retrouvons Irène Papadina. Une grande quantité d'ivoire en provenance d'Afrique est introduite clandestinement du Myanmar en Chine, cela malgré l'entrée en vigueur depuis quelques années d'une loi interdisant la vente illégale d'ivoire dans les pays d'Asie.
C'est ce qui ressort d'un rapport publié par le groupe de conservation de la faune sauvage Save the Elephants. L'interdiction de la vente d'ivoire en Chine, premier importateur et utilisateur final de défense d'éléphants au monde, a été saluée par les activistes de la faune sauvage comme une étape essentielle pour réduire le braconnage des animaux en voie de disparition. Mais cette interdiction n'empêche pas la prolifération et la commercialisation d'ivoire sur le marché noir du sud de la Chine. Je pense que l'un des problèmes qui se pose lorsque vous fermez un marché illégal comme le gouvernement chinois l'a fait, cela n'arrête pas pour autant le marché noir. La pression et l'effort doivent donc être orientés vers la collaboration de tout le monde pour la résolution des problèmes liés à l'arrêt du commerce illicite d'ivoire. Selon un rapport, la quantité de nouveaux articles en ivoire mis en vente a augmenté de plus de 60% au cours des 3 dernières années. Une cinquantaine d'organisations de lutte contre le commerce d'ivoire a publié une déclaration avertissant que l'ouverture du marché de l'ivoire décimerait les pachydermes africains. Il est nécessaire de protéger les éléphants car ils jouent un rôle très important dans la préservation de la biodiversité. La préfecture de Gironde en France lance une étude d'impact sur les nuisances sonores de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Cette étude pourrait entraîner d'éventuelles restrictions de trafic pour le confort des riverains de l'aéroport. Le commentaire est signé Rafietou Mbereko. Plusieurs manifestations de riverains des communes des Innes, du Élan et de Bruges notamment se sont déroulées ces derniers mois en France pour protester contre les nuisances sonores liées à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Les riverains réclament notamment l'interdiction des vols de nuit de 23h à 6h du matin, la limitation du trafic aérien avant Covid, le maintien de la deuxième piste appelée piste 50 et qui supporte 15% du trafic et des vols low cost qui se développe fortement sur la plateforme aéroportuaire. À cet effet, la préfecture de la Gironde a annoncé mercredi dernier dans un communiqué le lancement d'une étude d'impact selon l'approche équilibrée à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Cette étude doit servir à apporter des réponses au développement de l'aéroport et étudier d'éventuelles restrictions d'exploitation en prenant en compte les facteurs environnementaux, sociaux et économiques. Celle-ci vise également à établir un diagnostic, identifier des enjeux, définir des objectifs de réduction de bruit, évaluer les impacts acoustiques, sanitaires, socio-économiques et établir les scénarios qui ont le meilleur rapport coût-efficacité. Ainsi, les restrictions retenues pourront couvrir les règles de plafonnement de trafic, des restrictions sur la nature des vols, de performances acoustiques ou les plages horaires notamment nocturnes. Sous ce rapport, le préfet de la Gironde a demandé à l'aviation civile que les mesures du plan de prévention du bruit de l'environnement PPBE de Bordeaux-Mérignac approuvé le 21 décembre 2022 soient accélérées pour le confort des riverains. En outre, une première réunion se tiendra le 25 septembre prochain avec l'ensemble des parties prenantes et les résultats de l'étude feront l'objet d'une consultation du public après avis de la Commission consultative de l'environnement et l'autorité de contrôle de nuisances aéroportuaires. La Commission disposera ensuite d'un moratoire de 3 mois afin de donner son avis sur une proposition d'arrêté ministériel qui mettra en œuvre les restrictions. La Tunisie expérimente des stations solaires flottantes. Ce programme s'inscrit dans l'ambition du gouvernement de ce pays de produire 35% de l'électricité à partir des énergies renouvelables d'ici 2030. Avec l'expertise du groupe français CARE, spécialisé dans les énergies renouvelables, ces stations solaires flottantes sont une première sur le continent africain. Viva Samana pour le commentaire. Sur une lagune en Tunisie, l'on aperçoit des panneaux solaires qui flottent sur l'eau. Cette station solaire flottante de 200 kW est une première en Afrique et également un prototype avant une possible expansion sur le reste du territoire. Cela présente des avantages doubles. Quand on a commencé à l'époque, c'était le premier projet en Afrique pour une centrale PV flottante, donc dans l'eau. Et l'originalité de ce projet, évidemment, c'est d'utiliser des plans d'eau au lieu d'utiliser des terrains qui peuvent être utilisés pour d'autres applications comme l'agriculture ou l'urbanisme. Des stations flottantes permettent de réduire l'évaporation de l'eau dans ce pays qui fait face à une crise liée à l'eau.
Leur emplacement sur l'eau permet également de refroidir les réservoirs. Le solaire flottant, d'abord, permet, quand on l'installe sur un plan d'eau, de réduire l'évaporation de l'eau. Donc cette évaporation de l'eau dans les pays comme la Tunisie, on est en stress hydrique. Ça permet dans les barrages certainement de réduire et de garder plus les réserves d'eau que quand il n'y a pas de panneaux. De par sa situation géographique en bordure de la Méditerranée avec une bonne exposition au soleil, la Tunisie est bien placée pour une production d'énergie propre pour son territoire et pour une exportation vers les pays européens. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de soleil en Tunisie et ce n'est pas comme dans d'autres endroits à l'image du Golfe. Les panneaux solaires ont les caractéristiques qui vont avec et l'ensoleillement est bon et nous pouvons l'exploiter. Alors pourquoi ne pas laisser tout le monde installer des panneaux solaires? Le domaine se développe et je pense que l'initiative se poursuivra. La Tunisie s'inscrit également, comme plusieurs pays africains, à l'instar du Maroc et de l'Afrique du Sud, dans la production d'énergie renouvelable. Son ambition est de produire plus de 35% de l'énergie propre à partir d'énergies renouvelables en 2030. Notons que toutes ces actions contribuent également à la lutte contre le changement climatique auquel le continent africain est confronté depuis quelques années. La Corée du Sud accueille plus de 40 000 scouts venus du monde entier, mais la canicule qui frappe la région a perturbé l'événement. 600 personnes ont été victimes de malaise à cause de la chaleur intense et de l'humidité. Suivant. Le pays de l'Asie du Pacifique accueille cet été le 25e Jamboree mondial, un événement qui rassemble des scouts venus d'associations du monde entier et réunis au sein de la Conférence mondiale du scoutisme. L'événement revêtait une importance particulière pour la Corée du Sud. L'an dernier, le pays célébrait le 100e anniversaire du scoutisme. 43 000 scouts participent à ce camp géant installé à Saemongem, dans la province de Jeolla, dans le nord de la Corée du Sud. L'été caniculaire que connaît la région a transformé ce rassemblement hors norme en cauchemar. La présidence sud-coréenne a convoqué vendredi une réunion d'urgence du gouvernement et a ordonné le déploiement d'autobus climatisés et de camions frigorifiques pour venir au secours des milliers de scouts victimes de la chaleur accablante. En effet, la péninsule coréenne subit actuellement une vague de chaleur humide avec des températures quotidiennes de l'ordre de 35 degrés, ce qui a déclenché l'alerte maximale à la canicule. Selon les autorités locales et les organisateurs, environ 600 participants ont été victimes de coups de chaleur ou d'autres maux liés aux températures torrides. L'Organisation mondiale du mouvement scout a par ailleurs demandé à Séoul d'écourter l'événement, mais le gouvernement sud-coréen a l'intention de respecter le calendrier. Il rassure faire son possible pour améliorer l'accueil des scouts malgré les fortes chaleurs. Les îles Hawaï dans le Pacifique sont en train de brûler. Depuis 2 jours, des flammes géantes ont décimé des surfaces impressionnantes avec un bilan humain et matériel déplorable. Des évacuations sont en cours pour sauver la population des feux violents qui ne cessent de s'étendre. Viva Samana pour le commentaire. Près de 300 bâtiments endommagés et 36 morts, c'est le bilan actuel des incendies alimentés par les vents violents qui ravagent depuis 2 jours l'archipel d'Hawaï. Des milliers de personnes ont dû être évacuées de l'île de Maui, l'une des principales îles de l'archipel, et certains habitants ont dû même se jeter dans l'océan pour échapper aux flammes. Le bilan actuel, bien que déjà lourd, reste provisoire avec la poursuite des opérations de recherche et de secours. C'est la pire catastrophe que j'ai jamais vue. La totalité de l'Aïna est en cendres. C'est comme assister à l'apocalypse, s'alarme un habitant. Le réseau hospitalier est également dépassé par les patients souffrant de brûlures ou ayant inhalé la fumée selon la vice-gouverneure de l'État Sylvia Luke. Au-delà de tout, le changement climatique est pointé du doigt par les experts comme étant un facteur de ces feux extrêmes, même si la cause exacte du brasier n'est pas encore déterminée. Notons que les îles Hawaï sont le 50e État des États-Unis d'Amérique. Il se situe dans l'océan Pacifique et est l'un des 2 États non continus avec l'Alaska. Ainsi prend fin ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi très fidèlement sur Green TV International.